Flow, l'actu de demain. Bonjour Laetitia. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Flow. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, chez Flow, on va à la rencontre d'experts, d'entrepreneurs, d'artistes, d'activistes qui remettent en question le monde d'aujourd'hui et proposent quelque chose de nouveau, de différent pour nous aider à repenser le monde de demain. Donc, c'est un petit peu la thématique de Flow, donc je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu veux bien commencer par tout simplement nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Bien sûr. Donc moi, c'est Laetitia. Je suis la directrice générale France de Greenly. Ce qui m'anime, c'est la mission de Greenly, en fait, c'est d'accompagner toutes les entreprises dans leur transition écologique pour faire de chacun des experts climat capables de transformer la manière dont on travaille, la manière dont on fait les choses pour être adapté au monde de demain. Justement, super. On va parler. C'est une belle mission, effectivement. Je comprends que ça t'anime au quotidien. Ça doit animer toute l'équipe de Greenly. Oui. Avoir comme ça une mission, du sens dans son travail quotidien, ça doit vraiment apporter beaucoup d'énergie et une belle dynamique. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus du coup ce que fait Greenly ? Alors, Greenly, c'est un logiciel qui va aider les entreprises à mesurer et réduire leurs émissions carbone. Donc ça, c'est notre produit principal. Le carbone, c'est là où il y a le plus de demandes. Mais aussi à le reporter dans plusieurs frameworks ESG. Donc on a la CSRD par exemple qui est un framework très populaire, EcoVadis, B Corp, etc. Après on a des produits adjacents, par exemple si on veut ne pas faire l'empreinte carbone de son entreprise entière mais juste de son produit parce que les clients le demandent. Donc voilà, donc on va permettre de piloter toute cette donnée carbone et ça, en autonomisant au maximum les personnes dans l'entreprise, parce que ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les gens prennent ce sujet stratégique à bras-le-corps. Donc, on a créé la technologie qui permet à chacun, même quand on n'est pas expert climat, de le devenir. Donc, avec un accompagnement humain de la part de Greenly, mais quelque chose qui a vocation à être au cœur du métier de chacun et pas seulement quelque chose qu'on fait sur le côté parce qu'on se sent obligé. Ouais, je comprends. C'est effectivement, vous communiquez sur votre site sur Greenly, la plateforme d'action climatique tout en un. J'aime bien, c'est assez accrocheur. Et donc, vous accompagnez les entreprises, quelle que soit la taille, petite, moyenne, grande, en fait, à comprendre, à mesurer leur émission, leur empreinte carbone, ensuite à la gérer, à l'adapter et potentiellement à la réduire pour... c'est quand même l'objectif. C'est donc assez complet, puisque vous donnez aussi des conseils ensuite pour pouvoir mettre en place un plan d'action adapté pour réduire à court, moyen, long terme, j'imagine, les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Parce qu'on peut pas réduire ce qu'on mesure pas ou ce qu'on ne comprend pas. Donc la mesure, c'est quelque chose et c'est important, mais surtout, faire en sorte que nos utilisateurs sachent dans tout ce qu'ils font au quotidien, ce qu'ils consomment, plus ou moins de carbone, qu'ils comprennent les tenants aboutissants. Ça va leur permettre en fait de penser carbone, même inconsciemment, dans tout ce qu'ils font. Moi, je le remarque, depuis que je suis arrivée chez Greenly, il y avait des choses, je me rendais pas compte que ça consommait tant de carbone et à force d'être baignée dedans, je me dis ça j'aurais pas pensé et en fait si. Ouais, ça devient et c'est un un peu réflexe. ça qu'on veut, c'est ça, et c'est ça qu'on veut insuffler. On veut que tout le monde devienne expert climat et qu'ils sachent, en tout cas qu'ils agissent en connaissance de cause et idéalement dans le sens de réduire. D'accord, mais c'est extrêmement compliqué. Parce que tout est émission carbone, tout ce qui est autour de nous potentiellement, les ordinateurs d'une entreprise, les cahiers, les stylos, le transport, l'électricité. Comment on fait pour aller capter toutes ces données de façon fiable et ensuite les centraliser dans une plateforme et mettre à jour, j'imagine aussi régulièrement. C'est un process extrêmement long et c'est un process compliqué. Qui ressemble beaucoup à la finance. Moi, j'étais dans la finance avant. On pourrait se dire c'est tellement compliqué de savoir combien on a de voitures, quelles sont toutes les dépenses qu'on fait au marketing. La finance y arrive, pourquoi pas le faire en extra financier en fait. Tout à fait. Donc oui, ça demande l'implication en tout cas de tous les départements et une collaboration énorme. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs de plus en plus de responsables ESG prendre des positions de force dans les COMEX, etc. Parce que c'est vraiment un sujet d'ensemble. Et en fait, chaque département a son rôle dans la réduction des émissions. Et c'est ça qui va être hyper intéressant, c'est comment on travaille tous ensemble pour aller dans le bon sens et comment on transforme toute l'entreprise pour aller vers la transition écologique.
Ouais, non, en tout cas, on comprend bien à quel point une entreprise a besoin de vous pour effectivement être accompagnée, pour collecter ces données, pour bien penser à tout, et pour ensuite avoir une picture vraiment la plus réaliste, la plus fiable possible, pour ensuite savoir quoi faire, quoi. Mm. Et donc, vous avez mis en place comment vous avez créé cette plateforme pour aller collecter ces données? Comment vous fonctionnez? Bah, nous, on l'a vraiment créé avec nos clients. En fait, Ok. c'était quelque chose qui était assez différenciant au début. Quand on s'est lancé dans 2019, Mhm. on était, bon, déjà, on était une application B2C au début pour les particuliers, donc Oui, c'était vous assez avez commencé par différent. les C'est particuliers. ça. On a- Et à l'origine, c'était déjà le même objectif, permettre aux particuliers Ouais. d'avoir une Alors en visibilité fait, claire de leur empreinte c'est ça. carbone? Nos fondateurs, ils viennent du monde de la santé connectée. Ok. Et ils se disaient, c'est fou, aujourd'hui, on traque tout, on traque notre santé, on traque nos comptes bancaires, Hmm, etc. Mais le plus gros problème du siècle, qui est quand même le climat, bien ça, sûr. personne ne le traque. Ouais. Et donc, ils s'étaient dit, il faut qu'on mette dans la poche de chaque personne, donc dans le smartphone, la mesure carbone en temps réel pour que chacun prenne des décisions informées. Et donc, Génial. on a lancé l'app, ça marchait très bien, on a beaucoup d'utilisateurs, mais on s'est dit que c'était pas comme ça qu'on allait réussir à avoir le plus d'impact et qu'on devait se concentrer sur les entreprises. C'est aussi Mhm. quelques entreprises petites qui sont venues vers nous et qui nous ont dit bah, j'adore votre application, est-ce que si je mets ma compta dessus, j'aurai mon bilan carbone? Hmm. Et on leur a dit bon, c'est pas exactement comme ça que ça marche pour des Ça entreprises. serait beau si Voilà. c'était aussi facile et rapide, mais Malheureusement, c'est pas très précis de faire ça avec juste ouais. les dépenses. Et donc en fait, c'est là qu'on s'est dit mais pourquoi ces petites entreprises ont besoin de notre application pour faire ça? Il n'y a pas des solutions qui existent. Ouais. Et les solutions qui existaient déjà, c'était celles qu'utilisent les grands groupes, c'est-à-dire des consultants, des gens qui sont formés, experts dans le sujet Hmm. compliqué qu'est le carbone. Et Qui font des missions de 6 mois. c'est ça, et qui peuvent coûter très cher. Donc Ouais. en fait, tout le segment des petites entreprises était complètement priced out, donc était exclu Bah oui, par le prix de la mesure carbone. Et bien ça, sûr. on s'est dit, mais les petites entreprises, c'est quand même 80% des Mais bien émissions sûr. mondiales. Et puis On c'est peut pas se... 99% des entreprises, donc C'est bon. ça. Donc on peut pas se permettre d'ignorer toutes ces émissions. Donc on a pivoté vers un modèle B2B avec un Orienté logiciel. petites entreprises. C'est ça. Et Mais vous pour avez ça, continué en parallèle la partie particulier ou? on l'a laissé l'application active Ok. pendant quelques temps sans s'en Ouais. occuper trop. Et après, au bout d'un moment, en fait, elle se détériorait parce qu'on Difficile de faire les deux, voilà, ouais, c'est personne pas la ne même travaillait approche. dessus. Donc on l'a fermé il y a 2 ans, je crois. Donc elle est quand même restée un peu, mais voilà, c'était plus la priorité Je stratégique. comprends, ouais. Donc on s'est concentré sur les particuliers et donc en commençant par les PME, juste parce que c'est là qu'on avait vu un énorme besoin, ce qui est très différent de d'autres plateformes qui se sont lancées en même temps que nous et Oui. qui étaient plutôt concentrées sur les grands groupes. Mhm. Et donc en fait, c'est deux approches hyper différentes en termes de produits parce qu'un grand groupe, il sait exactement ce qu'il fait, il a déjà ses process en place, etc. Et c'est un besoin de digitalisation d'un procédé existant. Mhm. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé quelque chose de complètement nouveau pour des entreprises qui n'avaient jamais reporté ou regardé leurs émissions carbone Tout à fait. et qui devaient le faire parce qu'ils étaient poussés par leurs parties prenantes, que ce soit leurs banques, leurs investisseurs, leurs clients, beaucoup les clients, ou même parfois leurs employés, à reporter leurs émissions. Donc, en fait, on a commencé ça avec eux. Et au début, comme toutes les startups, c'était pas forcément de la technologie, c'est qu'on le faisait à la main. Et on se disait, OK, on avait des experts climat qui faisaient ça à la main. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut automatiser dans ce que l'expert climat fait à la main? Et petit à petit, en fait, on a construit comme ça la plateforme la plus adaptée parce que, en fait, on a remarqué, en fait, on a eu beaucoup de clients. C'est le principe quand on est sur des petits marchés, sur les marchés des petites entreprises versus des grosses, c'est que les grosses, on peut avoir un business avec peu de volume et des grands contrats. Nous, on était sur des petites entreprises, donc on a eu beaucoup de clients dans beaucoup de secteurs différents. Ce qu'on a remarqué, c'est que les émissions sont très très différentes d'un secteur à l'autre. Et donc, ce qu'il leur fallait, c'était pas la plateforme one size fit all, quoi, pas la plateforme qui va à tout le monde. Il leur fallait la plateforme adaptée à leur industrie. Ouais, donc vous avez commencé à customiser par vertical. C'est ça. Et donc, on a commencé à créer notre approche avec des modules à chaque fois pour mesurer les empreintes d'une certaine partie de l'entreprise. Et en fait, quand une entreprise arrivait, on disait « Ah, toi, t'es dans le vin, très bien, on sait exactement ce qu'il te faut. Il te faut le module achat de produits, il te faut le module matière sèche, il te faut... » Et en fait, du coup, on avait quelque chose de très, très personnalisé, par exemple, pour le vin. Je donne cet exemple parce qu'il est assez tangible pour tout le monde, mais du coup, on a fait ça pour beaucoup de verticales en assemblant différents modules et en ayant une plateforme hyper verticalisée. D'accord. Tu gardais ces concepts de modules, achat de produits ou pas, et en fait, tu peux
créer une nouvelle verticale en fonction de tes besoins en assemblant ces différents modules. C'est ça. Par exemple, moi, je suis une entreprise de tech. Achat de produits, j'en ai pas besoin dans mon bilan carbone. Tout à fait. J'achète très peu de produits, j'achète quelques livres pour ma bibliothèque au bureau, mais sinon, c'est pas du tout un poste d'émission principal pour moi, donc j'ai pas besoin du module spécifique achat de produits. Et donc, voilà, donc on a une approche très très verticale qui permettait d'aller très loin dans la précision des émissions et donc des plans d'action. Et c'est ça qui nous a permis en fait d'aller plus tard vers les entreprises de taille intermédiaire, qui étaient friandes justement d'avoir autant de précision et de ce qu'on avait construit en produit en fait dans cette mesure carbone. D'accord, donc vous avez ensuite commencé à remonter l'échelle et pour aller petit à petit vers les grands comptes. C'est ça. Donc, les entreprises de taille intermédiaire, entre 500 et 5000 employés, maintenant, c'est la moitié de ce qu'on fait. Wow. Grosse moitié. Et on a quelques grands comptes. Mais sur les grands comptes, ce qu'on les aide à faire particulièrement, c'est de mesurer les émissions de leurs fournisseurs. Parce qu'en fait, les émissions des fournisseurs sont mes émissions. Donc, le scope 3. C'est ça, le scope 3. Tu t'y connais. Et donc, en fait, le scope 3, c'est un vrai défi pour les grosses entreprises parce que faire leurs émissions à elles le font très bien depuis longtemps. Elles ont mis tous les process en place, etc. Ça marche très bien. Par contre, aller forcer des petits fournisseurs qui sont pas matures à reporter leurs émissions pour eux, c'est quelque chose où ils sont pas vraiment à l'aise. Et c'est là qu'on vient avec la solution en leur disant, mais vous inquiétez pas, nous on a 3500 clients qui sont pour la plupart des toutes petites entreprises qui n'ont jamais fait ça de leur vie. On est là pour vous, on va vous aider. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est diversifié vers les grands comptes à partir de notre expertise, en fait, PME. Génial. 3500 clients, tu dis ? Ouais. C'est extraordinaire. On est la plateforme avec le plus de clients dans le monde, mais c'est parce qu'aussi, comme on a le volume, voilà, on a le volume et pas forcément les plus gros contrats dans le monde. D'accord. Et donc, l'approche entre une petite entreprise, taille intermédiaire ou grand compte, va être différente, bien sûr. Vous allez devoir fournir beaucoup plus d'éléments, donc tu parlais des fournisseurs, adapter beaucoup plus la plateforme aussi en fonction de la taille de l'entreprise ou de son secteur. Il y a eu quelques adaptations, mais en fait, comme on avait déjà cette approche modulaire, en fait, plus l'entreprise est grosse, plus elle a besoin de gros modules. C'est-à-dire tu peux rajouter des nouveaux modules si besoin. C'est ça. Moi, je te disais, je suis une entreprise de tech, j'ai pas besoin de l'achat de produits. Peut-être que Google a besoin de l'achat de produits, même si c'est une entreprise de tech, parce que juste, ils sont beaucoup plus gros que moi. Donc voilà, ça active plus de modules. Et s'ils pivotent et que du jour au lendemain, ils décident d'acheter des produits, tu peux rajouter le module de toute façon. C'est ça, ouais. Donc c'est assez flexible, Non, c'est assez flexible et puis ça permet en fait de vraiment capturer les émissions de manière très précise sur les postes qui sont vraiment importants pour concentrer l'énergie de l'utilisateur sur là où il a vraiment de l'action pour réduire. Et ensuite, donc ces entreprises, elles ont un dashboard. C'est ça, l'appli ou la plateforme, elles ont un dashboard qui leur permet de voir exactement quelle est leur émission carbone, quels sont les plus gros postes sur lesquels il faut agir pour pouvoir réduire son impact. C'est ça un peu l'idée ? C'est ça, donc il y a un rapport PDF parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup demandé par les clients, etc. Donc il faut avoir le rapport PDF, qui est un export de la plateforme. Et puis ensuite, on a en effet les émissions dans le détail par scope ou par catégorie. Par entité, souvent sur le mid-market ou sur les grands comptes. Plusieurs pays, il y a un sujet plusieurs business units. C'est savoir, où est-ce qu'il faut que je me concentre, qui sont les bons élèves, les mauvais élèves. Par fournisseur aussi, quand on active ce module engagement fournisseur. Par produit aussi ? Par produit, quand on mesure les émissions de ces produits, c'était un produit adjacent dont je te parlais tout à l'heure. C'était le fait de mesurer l'empreinte carbone d'un produit et pas de toute son entreprise. Ouais, c'est ça. Parce que mine de rien, quand on est un industriel, par exemple, qui fabrique des gourdes, on peut se dire, ce qui est intéressant, c'est pas l'empreinte carbone de tout l'entreprise, c'est ma gourde, c'est quoi ses émissions carbone, et ma gourde modèle A versus modèle B, laquelle émet le plus, parce que c'est ça que les clients qui vont acheter des tonnes de gourdes pour leur entreprise vont se demander. Après, j'imagine que une société qui a peut-être 3-4 produits phares ou services, on peut avoir cette approche un peu détaillée, empreinte carbone par produit ou par service. Après, s'ils en ont 400, ça devient peut-être compliqué ou... Non, mais en fait, ce qu'on a, donc ça s'appelle des analyses de cycle de vie, l'empreinte carbone des produits. Donc d'ailleurs, c'est pas que le carbone, c'est une douzaine d'impacts. Et en fait, on va faire une analyse sur toute la vie du produit. Donc depuis, on appelle ça cradle to grave, ça veut dire du berceau à la tombe. C'est vraiment l'extraction de matériaux, la production, le transport, etc. Et on va regarder donc et même jusqu'à la fin, jusqu'au recyclage en fin de vie. Et on va regarder toutes les émissions du produit sur toute sa vie. Donc c'est une analyse beaucoup plus profonde en fait qu'un bilan carbone, mais c'est que sur un produit. Et donc quand on a des centaines de produits, en général, c'est des dérivés d'une même catégorie de produits.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une calculatrice en fait de l'analyse de cycle de vie et qu'on dit bah celui-là c'est presque le même produit que celui d'avant, sauf qu'il y a plus de cuivre dans celui-ci, moins de plastique et en fait on peut changer les paramètres pour avoir l'empreinte carbone de chacun des produits. Donc faire des ACV en masse, c'est quelque chose qui est possible et qu'on fait beaucoup. Avec les producteurs, c'est assez facile. Ce qui est un peu plus challengeant, c'est avec les retailers. Donc, Oui. c'est-à-dire la distribution. Voilà, On imagine, on est une marque de grande distribution qui vend des dizaines de milliers de références, de choses très très différentes. C'est un shampoing, une brosse à dents. Ça peut être pour le coup assez difficile. Mais c'est possible. Théoriquement, c'est possible. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que plus il y a de quantité, plus on va sacrifier un peu la granularité. C'est-à-dire que quand on va faire 10 000 ACV, et on le fait par exemple pour Mano Mano, où sur leur site on affiche le score carbone des produits, c'est ça, c'est qu'on va pas dire c'est exactement tant de tonnes, etc. On va dire c'est un score, c'est par rapport aux autres perceuses, celle-ci elle est plutôt A et l'autre elle est plutôt D, un peu à la Nutri-Score. Parce que alors là, ce que tu dis, c'est que tu affiches le score carbone des produits pour le consommateur. Oui. Ah ouais, donc là, il y a une info qui va aussi, non pas que pour l'entreprise, mais aussi pour le consommateur. Donc, il sait quel produit choisir en fonction... C'est Mano Mano qui a voulu vraiment améliorer sa propre empreinte carbone, je pense, en influençant les choix des consommateurs, en leur disant tu peux acheter la perceuse que tu veux, mais pour information, celle-là, elle est plus, elle consomme beaucoup plus que l'autre. Et ça, vous leur permettez de le faire. Et ça, on leur permet de le faire. Donc on le fait pour Mano Mano et d'autres retailers. Énorme. Ah ouais, ça, c'est une révolution. Ça, c'est vraiment puissant. Génial. Et combien de temps ça prend pour une petite entreprise, vos premiers clients, pour collecter ces données et avoir justement ce premier dashboard, cette première visibilité précise, assez complète? Alors, j'imagine qu'en fonction des secteurs, ça va être différent, mais... Non, ça peut être assez différent. Pour te donner un peu la fourchette, on en a qui ont réussi à le faire en 3 jours, en mettant toute leur énergie, en mobilisant tout le monde parce qu'il y avait un appel d'offres ou quelque chose comme ça. Ouais, je vois. Et d'autres qui ont réussi et qui le font en plus d'1 an parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre tous d'accord sur qui doit donner quelles données. Donc voilà, mais en moyenne, ça met, je dirais pour une petite entreprise, un peu moins de 3 mois et pour une plus grosse, 6-7 mois. Mais ça dépend aussi de l'intensité, ça dépend beaucoup de l'intensité, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, si tout le monde a toute la donnée disponible tout de suite, ce qui n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Il suffit juste de la mettre dans la plateforme et c'est bon. Non, mais pour être passé par cet exercice, c'est vrai que c'est assez dense. Il y a beaucoup d'informations et bien évidemment, on n'a pas toutes ces informations. Il faut aller les chercher. Elles ne sont pas forcément fiables, pas forcément à jour, pas forcément complètes. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail. Mais une fois que c'est fait, par contre, tout est centralisé sur la plateforme, sur l'appli. Et après, il y a une mise à jour tous les ans qui peut se faire plus ou moins rapidement. Comment ça... Alors, tous les ans, on refait un bilan carbone pour savoir comment on a progressé par rapport à l'année d'avant. Souvent, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, c'est-à-dire qu'on a potentiellement changé de périmètre, si on a ajouté des entités, qu'on en a enlevé. Peut y avoir des changements de méthodologie. Moi, par exemple, à mon échelle, je fais le bilan carbone de Greenly, en fait, moi-même, pour tester la plateforme. Donc c'est un peu... Mais la première fois que j'ai collecté mes données de transport, j'avais pas vraiment le détail de si c'était des trains, des avions, donc j'ai dû vraiment aller chercher et tout. Et là, j'ai mis en place du coup un nouveau système de reporting qui me permet de savoir si c'est des trains et des avions. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, mais parce que j'ai changé mon entreprise et mon organisation pour que cette collecte de données soit facilitée. Donc en fait, c'était le travail que je faisais moi de mon côté, à aller trier cette donnée qui est de plus en plus simple. Donc ça rend les années suivantes un petit peu moins fastidieuses. Mais par contre, c'est hyper important de le faire tous les ans pour pouvoir justement se comparer à ses objectifs. Parce que souvent, ce que les entreprises font avec leur bilan carbone, c'est mettre en place une stratégie climat avec des objectifs idéalement alignés sur les accords de Paris. On a beaucoup de clients qui s'engagent sur SBTI, par exemple. Et donc ça, il faut suivre tous les ans. Est-ce qu'on est aligné avec mes objectifs? SBTI, tu peux préciser C'est Science Based Target Initiative. D'accord, ok. Et donc en fait, c'est... je pense que c'est une association, je sais pas exactement la forme que ça, mais c'est une initiative en tout cas qui vérifie les trajectoires soumises par des gens, par des entreprises, pour dire oui, c'est aligné avec les accords de Paris ou non. Et après, il faut mettre à jour sa trajectoire tous les ans pour dire regardez, je suis bien ma trajectoire, pour avoir le petit tampon d'approval qui nous dit c'est bon, on est aligné SBTI.
Génial. Donc au-delà de, on va en parler d'ailleurs, au-delà donc de permettre et d'aider les entreprises, toute taille confondue, déjà à collecter les données, à mesurer, avoir une vision claire et précise de leur empreinte carbone, vous les accompagnez aussi sur la gestion de ces données et la mise en place d'un plan d'action pour leur permettre d'avoir justement cette trajectoire. Comment vous apportez justement cette partie conseil, en fait, comment elle se met en place et surtout, j'imagine qu'elle va être assez différente, l'approche va être différente, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise aussi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a une partie qui est un peu automatisée, c'est-à-dire qu'une fois que la plateforme a toutes les informations carbone, avec même un peu d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de plus en plus précis, mais on peut directement se dire, je vois tes émissions, je sais déjà quels vont être les plans d'action. Donc, pour les plus petites entreprises, on a cette librairie de plans d'action qui sont hiérarchisés en mode, les meilleures choses qu'il faudrait que tu fasses pour réduire tes émissions. Mais pour les plus grosses entreprises, il y a beaucoup de sujets opérationnels, de contraintes, qui vont rendre certaines actions plus faisables que d'autres. Et donc là, il y a un besoin de conseil. Donc nous, on a nos experts climat en interne qui vont faire ce conseil pour aider les entreprises à choisir les actions de leur trajectoire. Donc ces actions, elles sont quantifiées aussi sur la plateforme pour dire si je fais cette action-là, ça me fait baisser de tant de tonnes. Et on a aussi des partenaires externes à Greenly qui offrent leurs services aussi à nos clients là-dessus. Donc nos clients peuvent choisir entre avoir l'expert Greenly ou l'expert qui est formé par Greenly aussi. Ah oui, t'as un réseau de partenaires, un réseau de partenaires, de consultants. C'est ça, parce que nous, on se concentre beaucoup sur la plateforme et la technologie. Ouais. On a quand même nos experts en interne, c'est hyper important pour être proche du terrain, de comprendre ce qu'ils veulent, etc. Mais on a aussi des partenaires en externe, déjà parce que certaines des entreprises avec qui on travaille avaient l'habitude de travailler avec leurs consultants avant et aiment bien leurs consultants et veulent continuer à travailler avec eux. Donc, dans ce cas-là, on les forme à Greenly, le consultant, et ils continuent à travailler avec leur entreprise en ayant... en apportant leur couche de service, mais sinon on a nos services avec nos experts en interne et les deux marchent très bien. Ah, c'est super. Et ça, plus, donc tu en parlais, justement, ce côté un peu automatisation, business intelligence, avec peut-être effectivement une touche d'IA, pour déjà rapidement faire une règle 80-20, voilà, là vous pouvez agir rapidement. C'est pas mal pour ça, notamment sur les benchmarks. Je me souviens, on a eu la mairie de Paris qui est passée nous voir au bureau et on leur a fait un test en live. On a notre EcoPilot, c'est notre copilote IA. On va en parler, vous venez de le sortir, c'est tout récent là. Et on l'a testé avec le maire de Paris qui est venu, on a dit comment décarboner Paris et ça nous a donné une liste d'actions. D'accord, carrément. C'est ça. Donc mais basé sur vos datas. En fait, on l'a formé sur nos datas internes, sur les rapports du GIEC et des choses publiques en ligne, etc. Ouais, pas mal. Et donc c'est un peu comme un chat GPT, mais concentré sur le climat, qui en plus, génial. Ce qui n'est pas le cas encore de la mairie de Paris, mais quand vous êtes client Greenly, qui a accès à toutes vos données carbone et qui peut vous dire c'est là qu'il faut faire des efforts ou pas. C'est génial. Et donc ça, c'est un outil, une fois de plus, pour les entreprises. C'est ça, oui. Ok. Et donc, tu peux échanger avec EcoPilot sur les différents plans d'action que tu... comprendre ce que tes concurrents ont mis en place, ce que ton industrie... quels sont les mouvements dans ton industrie, les choses plus ou moins faciles à faire. Mais voilà, on est encore au début, évidemment, de l'IA. Mais il y aura toujours du conseil humain pour allier les deux. Mais c'est intéressant de voir aussi tout ce qu'il peut y avoir comme impact positif de l'IA là-dessus. Extraordinaire. Non, mais c'est super intéressant de voir la réunion un peu de ces deux mondes qu'on oppose assez souvent encore aujourd'hui. On va dire la lutte contre le réchauffement climatique et l'IA qui, on le sait, émet quand même pas mal de gaz à effet de serre. Mais donc, c'est vrai que finalement, ça peut aussi servir la cause, quoi. C'est ça. Nous, on utilise l'IA évidemment dans notre métier, donc pour réduire les émissions carbone des entreprises. Et sinon, sur l'empreinte carbone de l'IA, l'IA, c'est une machine à consommer de l'électricité. En fait, c'est énormément de serveurs qui tournent, etc. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est un peu comme tout, c'est comment cette énergie consommée va être la moins carbonée possible. C'est ça. Et donc, si on a des modèles IA qui sont entraînés dans des énergies complètement électrifiées, avec de l'électricité qui est complètement décarbonée, et on espère qu'on va arriver un jour dans ce monde qui paraît utopique aujourd'hui, l'IA sera plus un problème pour l'environnement. Il faut juste mettre en place tout ce que je viens de dire, qui n'est pas forcément facile. Non, mais il y a déjà des initiatives fortes de
moteurs d'IA qui, effectivement, sont complètement alimentés par des énergies renouvelables. Ouais. Et puis, on est en France, en plus, donc ça tourne sur le nucléaire beaucoup. Donc, on n'est pas trop mal. Moi, c'était un de mes plans d'action principal chez Greenly. C'est, en tant qu'entreprise de tech, la plupart de mes émissions sont dans mon cloud. Ouais. Et comme beaucoup de startups au début, j'avais mon cloud en Irlande, dans des entreprises qui sont basées en Irlande. Et on a tout migré vers des instances qui étaient en Europe, en Europe continentale et même en France, en région parisienne. Ce qui était un énorme travail, mais qui nous fait économiser beaucoup de carbone tous les ans. Et donc, du coup, aussi à nos clients qui vont utiliser notre plateforme qui est décarbonée. Tout ça me paraît très cohérent, en effet. Donc aujourd'hui, après 6 ans, donc c'est ça, fondé en 2019. Ça faisait 6 ans cette semaine, je crois. 7 semaines en plus, incroyable. On n'a même pas fait de petit anniversaire. En général, on utilise la soirée de Noël pour ça. Écoute, félicitations, bon anniversaire. Donc 3500 clients, plus de 10 000 fournisseurs qui sont référencés aujourd'hui sur la plateforme. Et aujourd'hui, vous êtes présent pas que en France, dans plus de 10 pays. Alors nous, on a surtout, la moitié de nos clients ne sont pas en France. Donc on a des équipes qui sont pas en France du coup pour les servir. Donc on a des équipes en Angleterre et aux États-Unis. On a lancé ces 2 pays-là en 2022, donc assez tôt dans notre développement. C'était assez important parce qu'en fait, les émissions, c'est un sujet global, c'est pas un sujet qui s'arrête aux frontières et on peut pas. Nous, notre ambition, c'est vraiment de décarboner la planète. On peut pas s'arrêter aux frontières de la France. Encore un petit peu de boulot, mais. Voilà, mais on y va. Et du coup, voilà, on s'est internationalisé assez tôt et petit à petit, ça a vraiment pris la majeure partie de notre business. Donc c'est cool, ça veut dire qu'on arrive à convaincre d'autres pays. Chaque pays a ses spécificités en termes de maturité carbone. La France, on a de la chance, les gens savent vraiment de quoi on parle, on n'a pas besoin de faire un cours d'énergie climat. Un peu plus avancé. Des spécificités aussi d'un point de vue de réglementation. Et de reporting, parce que j'imagine que là aussi, tous les outils, tous les reporting, toutes les datas que vous pouvez fournir à vos entreprises leur permettent aussi de répondre aux exigences réglementaires, sur justement le fait de fournir des reporting. Donc tout ça s'imbrique en fonction des... Alors ça, c'est plutôt sur le sujet ESG, en fait, sur la partie carbone. Faut le voir vraiment comme de la comptabilité financière. Je le dis beaucoup parce que je suis une ex-financière. Ça après, je pense. Mais c'est vrai que c'est une bonne analogie. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises du monde font leur comptabilité financière. Après, la question, c'est est-ce qu'elles le reportent dans un bilan selon telle ou telle norme ? Et c'est la même chose en fait en carbone. En carbone, on n'a que 2 méthodologies. Donc il y a la méthodologie globale, le GHG protocole, et il y a la méthodologie française, évidemment, qui s'appelle le bilan de gaz à effet de serre, BGS, publié par l'ADEME. Et donc en fait, ça c'est les 2 méthodologies pour mesurer ces émissions. Et une fois qu'on a mesuré ces émissions, scope 1, 2, 3, là il faut le reporter dans plusieurs. Ça dépend et c'est là que ça dépend justement des pays, c'est que chaque pays a différentes obligations de reporting. Et parfois même au sein d'un pays, je pense aux États-Unis, il y a plusieurs États qui ont chacun leurs obligations. Et donc là, en fait, ça change pas tellement notre produit carbone, ça change plutôt notre produit reporting ESG. Parce qu'une fois qu'on a cette donnée carbone, il faut en fait la prendre et la mettre dans le bon format. Selon là où les gens veulent reporter de manière réglementaire ou volontaire. D'ailleurs, je pense par exemple Ecovadis, Bicorp, c'est volontaire, mais c'est un format spécifique pour répondre aux questions. Et donc ça aussi, vous aidez énormément les entreprises, un gain de temps aussi considérable, en adaptant les données collectées directement en fonction des reportings demandés par Ecovadis, Bicorp et compagnie. En fait, la donnée carbone, la raison pour laquelle les entreprises doivent le mesurer, c'est qu'on leur demande beaucoup. Et donc, il y a les clients qui le demandent, notamment dans des RFP, etc. Donc, on peut avoir des questionnaires entiers sur l'ESG qui sont toujours similaires, mais jamais exactement pareils. Moi, j'ai quelques investisseurs à mon capital. J'ai 6 questionnaires ESG qui arrivent à chaque fois en janvier, qui sont complètement différents. Et il faut que je réponde aux mêmes questions, mais différemment. Je pense, par exemple, un truc facile à comprendre, le gender gap. Différence de salaire entre les hommes et les femmes. Oui, mais il y en a un qui me le demande en salaire horaire brut, l'autre en annuel net, l'autre avec la médiane, l'autre la moyenne, l'autre en excluant le CEO. Et en fait, on s'en sort pas parce que je me retrouve à triturer la même donnée dans tous les sens. Et c'est pour ça que nous, dans notre produit ESG, on a créé une plateforme interopérable.
C'est-à-dire, si tu as déjà répondu à cette question, mais qui était formulée différemment, on saura dire que c'est la réponse à la question 4B de tel autre framework. Ça, c'est du bonheur à entendre. Et là, l'IA aide beaucoup d'ailleurs aussi. Oui, c'est là où on a le plus, je pense, joué avec l'IA, c'est sur le fait de reformuler des choses de manière différente. Et alors, tu disais, le chemin est encore long à parcourir. Seulement une entreprise sur 4, 25% des émissions sont mesurées aujourd'hui. C'est encore faible. Alors, c'est des émissions et pas des entreprises, malheureusement. C'est surtout les grosses entreprises qui reportaient. C'est surtout les grosses. Donc, c'est, je pense, plutôt 25% des émissions mondiales qui sont reportées. Mais en fait, il y a cette longue liste de tout petites entreprises qui ne mesurent pas encore. Et qui en fait sont amenés petit à petit, et nous c'est ce qu'on voit depuis 6 ans qu'on s'est lancé, c'est toutes ces entreprises là qui s'y inquiétaient pas du tout il y a quelques années. Aujourd'hui ça devient très stratégique pour eux. Il faut non seulement reporter, mais reporter aujourd'hui c'est même plus suffisant. Aujourd'hui il faut aussi prouver qu'on réduit. Et donc c'est pas seulement cocher la case et se dire c'est bon, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé, je passe à autre chose. C'est intégrer ces indicateurs climat dans tout ce qu'on fait au quotidien et pouvoir le prouver. Et donc c'est pour ça que ça devient vraiment un enjeu stratégique. Bien sûr. Pour gagner des clients, pour lever des fonds, pour prendre de la dette chez son banquier, pour garder des talents. Et donc en fait pour tout le fonctionnement d'une entreprise. Et est-ce que c'est plus difficile pour une petite entreprise d'avoir une trajectoire pour améliorer son émission de gaz à effet de serre qu'une grande entreprise? Une grande entreprise qui doit, j'imagine, tout reprendre à zéro, changer sa supply chain. J'ai envie de dire c'est limite plus facile pour une petite entreprise qui a peut-être plus de flexibilité, plus de facilité à convaincre les gens. Moi, quand je vois des clients qui sont très gros, le fait de devoir aller faire son lobbying interne, aller changer les façons de faire dans plein de départements, c'est beaucoup plus fastidieux que sur une petite entreprise où ils seront une vingtaine, une cinquantaine, une centaine, et ils peuvent se parler et se dire allez, on a pris la décision de faire des choses mieux. La décision va se prendre plus facilement, plus rapidement, et le plan d'action va être suivi aussi. C'est ça. Mais est-ce que, d'ailleurs, une petite entreprise, proportionnellement, émet plus qu'une grande entreprise, ou moins et donc, en fait, la question, c'est est-ce que elle peut vraiment avoir un impact de réduction de gaz à effet de serre dans les années à venir, d'ici 2030, de façon aussi intéressante qu'une grande entreprise? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qui se passe, c'est que la grosse entreprise inclut toutes les émissions des petites entreprises de son... Ah oui, d'accord. Donc, il y a un effet ultra bénéfique. Un peu double comptage. Et donc, cette grosse entreprise qui veut décarboner, elle va décarboner son scope 1, ses émissions directes. Ils font le travail, ça fait longtemps qu'ils sont dessus, ils changent leurs procédés, etc. Le scope 2, qui sont les émissions indirectes liées à de l'énergie, pareil, ça fait longtemps qu'ils sont dessus, ça marche bien, etc. Et le scope 3, ça veut dire les émissions indirectes liées aux fournisseurs, donc aller changer tout ce que fait toute l'industrie. Et donc, ça veut dire qu'ils ont besoin que chaque petite entreprise, en fait, fasse sa part pour que cet ensemble du scope 3 réduise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peu cette pression des clients vers les fournisseurs. C'est parce qu'ils ont besoin que tout le monde s'engage. Et demain, dans le monde de demain, être un bon fournisseur, c'est en fait avoir des émissions qui sont petites. Et c'est l'ensemble de toutes ces petites entreprises qui font un effort et qui changent et qui s'adaptent qu'on va avoir une économie mondiale moins carbonée. Et on sent l'impact aussi de la réglementation qui force du coup tout cet écosystème à avancer dans la bonne direction maintenant. La réglementation, elle touche surtout les plus grosses entreprises. Et donc peut-être qu'elle pousse un petit peu ces grosses entreprises à engager les plus petites, mais aujourd'hui il n'y a pas de réglementation pour les PME. D'accord, ça concerne plus les grands comptes. À peine les ETI. Nos clients, ils ne sont pas soumis à des réglementations, ils ne le font pas pour ça. Ils le font pour des questions de business. D'accord, intéressant. Ok, parce que justement, sinon, ils vont être bloqués par leurs échanges avec les grands comptes. Ils peuvent plus avoir de clients, et c'est problématique pour un business. Non, mais c'est intéressant de voir effectivement que le business est aussi au cœur du sujet, quoi. D'accord, écoute, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, plus de 250 personnes chez Greenly. Oui, entre 200 et 250, c'est ça. Ouais. Donc c'est... Écoute, superbe histoire, très intéressant. Si on fait un petit retour en arrière, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement comment tu en es arrivé à rejoindre l'aventure Greenly? Quel était ton parcours
Moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance. Mhm. C'est pour ça que je parle beaucoup de finance. Ouais, Quand ouais, je parle ouais. de carbone, ça s'entend un petit peu. Donc moi, j'ai été en conseil, en fusion, acquisition, IPO, donc entrée en bourse, et parfois des levées de fonds. Ok, Dans une grosse banque américaine, concentrée sur la tech. Donc moi, en fait, je viens d'accord. plutôt du monde de la tech. Hmm. Je travaille 4 ans là-bas à accompagner des entreprises de tech. Ok, Et je m'étais dit, voilà, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, voilà. Donc, c'était à peu près pendant le Covid, quand tout le monde se pose des questions sur ce qu'on va faire de d'accord. sa vie. Ouais. Et donc, j'ai essayé l'entrepreneuriat moi-même. Et voilà, j'avais plusieurs projets que j'essayais. Et puis, j'ai rencontré les fondateurs de Greenly. Et bah, le courant est Et bien tout de suite passé. passé, ouais. Moi, je cherchais aussi quelque chose qui avait une mission, Mhm. qui avait du sens. Comme on dit tout à l'heure, c'est Bien important, sûr. je pense, Oui, oui. aujourd'hui, de se dire qu'on est aligné avec la mission de son entreprise. Et eux, ils étaient en phase où ils venaient de faire le pivot B2B. Ouais. Ça commençait à bien marcher, il y avait des clients. Mais voilà, ils se demandaient comment passer à l'échelle, en fait, Hmm. et passer de, voilà, on a 200 clients, on en a 3500, C'est on ça. a 20 Ouais, ouais, bien personnes, sûr. on va en avoir 250, et ce sera pas la même Ouais. entreprise, ce sera pas la même gestion. Et donc, moi qui avais vu beaucoup d'entreprises plus grosses dans mon métier précédent, on s'est dit, bah, peut-être que je saurais les y emmener. Et donc, je les ai rejoints, et puis je suis devenue directrice générale 1 an plus tard, et ensuite, et voilà, et donc maintenant, avec les 3 D'accord, fondateurs, ok. on est un peu les 4 maîtres à bord, Ouais, ouais. et on pilote chacun nos sujets d'expertise. Et en plus, oui, tu avais cette approche donc financière, mais Mm. également expérience à l'étranger, donc à New York, donc une dimension Ouais. internationale et entrepreneuriale. Tu as monté effectivement des C'est projets. ça, j'avais vu les 2 bouts, j'avais vu le bout 0 to 1, et j'avais vu le bout très Ouais, grosse entreprise qui rentre en bourse. d'accord. Et Ouais, donc, il y avait plus qu'à faire le chemin entre les deux, et c'est ce qu'on est en train de faire, j'espère, qu'on ouais, va devenir d'accord. un jour une des grosses entreprises. En tout cas, moi, je dirige Greenly aujourd'hui pour en faire un géant. Ouais. En termes d'entreprise. Donc voilà, je mets beaucoup en place de process, etc. Des choses qui vont un peu à l'encontre de la start-up vision, mais c'est parce que je veux qu'on soit prêt à pouvoir avoir 1 milliard de tonnes sous gestion, et donc des milliers de clients, et pouvoir gérer ça sans qu'on explose. 1 milliard de tonnes sous gestion. C'est C'est ça, c'est l'objectif. l'objectif qui doit en même temps réduire en permanence. Bah Comment alors, tu... pour l'instant, c'est vrai on vise d'avoir beaucoup de tonnes sous gestion, c'est-à-dire des entreprises qui mesurent avec nous, J'adore etc. l'idée, parce qu'une fois de plus, on sent ton expérience et ton expertise financière. C'est ça. 1 milliard de tonnes sous gestion. Et dans le futur, j'espère Ouais. que je vous dirai, bah, mon but, c'est d'avoir eu toutes les tonnes sous gestion, de les avoir toutes C'est réduites. ça. Mais on y est Vous pour. mesurez cet impact d'ailleurs des tonnes, ou en tout cas du CO2 Oui, que on a vous... beaucoup de métriques d'impact qu'on suit. On a aussi des investisseurs à impact qui les suivent avec nous, qui nous aident beaucoup là-dessus. Donc les tonnes sous gestion, c'est un peu le plus simple à mesurer, c'est la somme des émissions de tous nos clients. Ok. Donc il y en a qui les réduisent d'année en année, mais ça reste à peu près dans le même ordre de grandeur. Et donc aujourd'hui, on a 250 millions de tonnes. Ok. Donc ouais, pas très loin de notre Pas mal, milliard. pas mal. C'est à peu près l'équivalent des émissions françaises. Ah ouais. Mm. Waouh. Ah oui, c'est Et, énorme. et ensuite, on a d'autres métriques. Donc par exemple, la réduction La moyenne, réduction, ouais. qui est un peu plus difficile à mesurer, parce que pour le coup, il y a une entreprise d'une année sur l'autre, s'il y a une réduction, ça peut être dû aussi à un changement de périmètre, un changement de méthodologie, un changement de granularité. Donc c'est un petit peu plus compliqué scientifiquement, en fait, de faire ça De correctement. prouver que c'est grâce à vous que la réduction a eu lieu, Non, de prouver qu'il y a eu réduction. ou en même fait. qu'il y a eu réduction Ouais. tout court. Parce que D'accord. si on a changé de méthodologie, c'est-à-dire si l'année 1, on se disait mes achats de produits, c'est pas très important, je vais dire que j'ai acheté 1000 € de livres et ça fait tant, et après on se dit ah oui, mais j'ai acheté des livres reconditionnés d'occasion, donc ça fait moins de carbone que le livre moyen, et donc on va plus dans le détail, et donc ça fait baisser le carbone, alors qu'en fait on a fait exactement la même chose que l'année d'avant. Donc c'est un peu ce genre de D'accord, ok. ce genre d'impact qui est un peu difficile à mesurer, mais on y travaille avec notre département recherche et méthodologie. Et sinon, on a le nombre d'actions de réduction entreprises par nos clients, le nombre d'employés formés au sujet climat. Ouais. Chiffre considérable. J'ai vu aussi, c'était 500 000, non? Attends, je dis n'importe quoi. Oui, je crois que non, c'est à ça peu près ça. Ouais. 50 000. 50 Je me suis 000. peut-être un peu emballé. 50 000 employés formés autour du climat. Ouais, c'est incroyable. Et donc 1 milliard de tonnes, c'est cet objectif, 1 milliard de tonnes d'ici 2030, quoi. Ouais. Ok.
Bon, bah écoute, pas mal. Hein. De toute façon, il y a une internationalisation forte. Oui. 50% du chiffre est déjà fait à l'étranger. Et donc, il y a une croissance assez importante, j'imagine, aussi d'année en année. Quoi. C'est ça. On devrait y arriver au milliard. Donc là, ouais, dans les 5 prochaines années, faire 3 fois plus que ce que vous avez fait sur les 5 dernières, c'est jouable. Ça me paraît pas Ouais, ça impossible. paraît pas mal. Bon, bah c'est génial. Écoute, super, super intéressant. Et donc là, sur les perspectives, donc on a parlé de l'IA, Ecopilot, donc là, ultra innovant, parce que effectivement, tu parlais tout à l'heure des sociétés qui s'étaient montées de façon un peu similaire, mais qui s'étaient concentrées plutôt sur les grands comptes. Donc vous avez une approche très différente, les petites entreprises. Ça vous a permis d'avoir donc une base de clients de plus de 3500 clients aujourd'hui, une internationalisation forte et une possibilité de scaler rapidement grâce à votre solution modulaire. Quelles sont les perspectives du coup de Greenly là, sur l'année à venir? Bah, nous, on veut continuer notre développement en investissant notamment sur la plateforme, faire en sorte de prendre cette révolution IA qui va avoir lieu dans toutes les entreprises du monde, en fait. Et c'est l'IA dans notre produit, mais c'est aussi l'IA dans la manière dont on fait les choses chez Greenly. Hein. Il faut que tout le monde s'adapte à l'intelligence artificielle et commence à travailler avec pour faire toujours plus avec moins, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, en tant qu'entreprise, on veut utiliser l'IA et dans notre produit surtout, on veut utiliser l'IA pour aider les entreprises à décarboner et à enlever toujours plus de cette charge qu'est le reporting pour se concentrer sur l'action, en fait. Ouais. Et tout ce qui concerne la donnée, en fait, ça appelle l'IA. Il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est là-dessus qu'on se concentre l'année prochaine. Donc on a lancé Ecopilot, il faut qu'on l'améliore de jour en jour. Hein. Et voilà, donc c'est ça. Après, on va continuer notre internationalisation. D'autres pays Ouais, bah on a lancé l'Europe il y a un an, enfin l'Europe hors France et UK. Et donc on continue à se développer. On a envie d'être assez présent en Allemagne. Okay. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans notre très SMB aussi. Voilà, c'est ça, c'est très mid-market, le Mittelstand. Donc voilà, on veut se concentrer un peu sur l'Allemagne. Avec une sensibilité aussi importante autour de ce sujet. Comment vous sélectionnez les pays justement en fonction du marché mid-market et Alors au début, c'était pas forcément la décision la plus rationnelle du monde, c'est qu'on avait la plateforme en anglais, on s'est dit on va aller dans des pays anglophones. Oui. Donc voilà, c'était UK, US. Et maintenant, c'est vrai que sur le reste de l'Europe, on a la plateforme maintenant elle est traduite dans toutes les langues, mais on a nos experts et nos commerciaux qui sont surtout anglophones. Donc on fait un peu en fonction des pays qui sont les plus matures ou pas, et ceux qui parlent bien anglais ou pas. Et donc voilà, donc sur l'Allemagne, on commence à avoir des gens qui parlent allemand pour ça. Et donc tu envisages d'avoir des équipes sur place ou pas forcément Bah pour l'instant, l'Europe, on le fait surtout depuis Paris. On a aussi un petit bureau à Barcelone. Et ça se gère très bien à distance. Ça marche. On avait fait ça pour les UK et les US. Et au début, on a des gens depuis Paris. Et après, une fois qu'on commence à avoir vraiment une présence, on amène des gens sur le terrain. Ouais, US, ça se comprend aussi. Peut-être plus complexe. Et on est en pleine coop là au Brésil. Est-ce que tu sens que la prise de conscience est là au niveau peut-être donc personnel, des entreprises, des politiques, mais est-ce que au-delà de la prise de conscience, il y a des actions d'un point de vue un peu plus global qui commencent à se mettre en place, tu trouves? Directionnellement, on va dans le bon sens. Hein. Quand on regarde là où on était il y a 5 ans versus là où on est aujourd'hui, voilà, et c'est rien par rapport à là où on sera demain. Donc, on va dans le bon sens, mais c'est pas sans quelques fossés sur la route. On a quand même quelques ESG backlash qu'on peut appeler. On peut penser à Trump. Il y a eu c'est clair, un petit coup de frein cette année. C'est ça, il y a eu le recul de quelques réglementations dont une qui a été votée aujourd'hui, mais sur le recul de la CSRD. Donc des réglementations qui voulaient pousser à plus de transparence et qui reculent en temps. Donc on va quand même dans la bonne direction hein, globalement, mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a un peu un ras-le-bol du reporting qui d'ailleurs, nous on le voit dans notre business, n'est pas du tout lié au carbone, parce qu'en fait c'est le reporting sur des centaines de data points qui embêtent, mais le carbone reste quand même très stratégique. Donc nous, on n'a pas senti un ralentissement énorme. Mais c'est vrai que beaucoup de startups de notre écosystème avaient parié sur ces réglementations
pour grossir. Donc là-dessus, c'est un peu plus difficile. Voilà, et je pense que dans l'esprit collectif, il y avait aussi un peu, enfin, il y a eu avec le Covid, on s'est tous vraiment, on s'est tous vraiment intéressés au C'est vrai, climat, à la santé, complètement. des choses comme ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on vit des moments économiquement un peu difficiles en termes voilà, sur Mmh. l'économie mondiale. Donc, forcément, les mentalités pensent parfois un peu plus à leur pouvoir d'achat que est-ce que la planète sera. Voilà, c'est un côté un peu Mmh. court-termiste. Tu Mais sens pour qu'il y a une moi, dépriorisation un petit peu du sujet de temps en on temps. sent qu'il y a un peu d'hésitation sur l'immédiateté de la chose, je pense que c'est lié au contexte économique. Après, c'est très court terme. Ouais, Vraiment, on voit que c'est pas ça qui ralentit. Enfin, la trend ne s'arrête pas. C'est un petit ralentissement, OK. un petit fossé sur la route, on voit même aux États-Unis, hein, on a un cinquième de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Les entreprises continuent à reporter, à réduire, à transformer leurs entreprises. C'est juste elles communiquent moins parce Mmh. qu'elles ont peur de... voilà, c'est le green hushing. Ça veut Ouais. dire je fais des choses pour le climat, mais j'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me dise que je suis trop de gauche. Ah Ou, ouais, voilà. j'avais pas entendu parler encore de ce terme, le Ouais. green washing, OK. C'est ça. Mais les entreprises les entreprises en fait savent que pour être le leader dans le monde de demain, il Ouais, faudra s'adapter. bien sûr, Donc même si aujourd'hui on ne s'extasie plus devant un rapport ESG, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer son entreprise tout à fait. plus profondément. Et donc ça, les entreprises l'ont bien compris. Et c'est vrai que ça nous a un peu surpris au début Mmh. d'année. On s'est dit avec Trump, les US 2025, ça va pas être la folie. Mmh. Et en fait, si, on En signe fait, si, vraiment ouais. beaucoup d'entreprises qui s'engagent. Et à chaque fois, mais je vais pas publier, je le fais pour Ouais, moi. Et on est là, bah, très bien, tant que vous agissez, c'est tout ce qui compte. intéressant. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit ralentissement, mais comme toujours d'ailleurs, en parallèle de ce ralentissement, de cette pression un peu vent contraire de Trump, ceux qui sont investis dans cette cause, en fait, redoublent d'énergie et d'engagement, finalement, pour... On a un peu vu ça aux US, en effet, des gens Ouais, voulaient commencer une stratégie climat par anti-Trumpisme. ouais, mais bien sûr. Bon, bah écoute, intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et la coop. Donc, bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu récurrent. Il y a parfois aussi un peu de lassitude, de voir un peu les pays toujours beaucoup parler mais pas beaucoup agir, ou en tout cas mettre en place des plans qu'ils n'arrivent pas à suivre eux-mêmes. Comment, d'un point de vue géopolitique, tu vois la chose? Notamment, tu parlais des accords de Paris. Bon, Ouais, bah, les accords de Paris, quand il y a une grosse puissance qui en sort, malheureusement, c'est pas un très bon signal. Mais ensuite, heureusement, tout le monde ne suit pas Trump comme si c'était le bien-pensant. hmm, Donc non, je pense qu'aujourd'hui, les pays font des efforts, peut-être pas assez, mais quand on travaille dans le climat, de toute façon, on est obligé d'être optimiste et de se dire que c'est voilà, vrai. tous les petits efforts sont bons à prendre. Donc voilà, je pense que il y a eu des années où il y a eu plus d'efforts que d'autres. Au final, il me semble qu'on n'est pas très très éloigné de nos objectifs pour 2025. Donc c'est pas non plus la catastrophe. Mais voilà, il faut que tout le monde joue le jeu, il faut que tout le monde s'adapte. Et ce qui est bien, c'est qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas que les réglementations qui poussaient ça. Il y a aussi la conscience que c'est un sujet important et pas juste pour être un bon samaritain. C'est un sujet important Ouais, pour survivre. En fait, c'est un c'est sujet ça. d'adaptation. Ouais. Et d'ailleurs, dans la CSRD, il y avait cette idée de double matérialité, Oui. c'est-à-dire qu'est-ce que le climat va faire sur mon entreprise et qu'est-ce que mon entreprise fait sur le climat. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, aujourd'hui, si on a un business qui dépend uniquement du pétrole, sachant que tout le monde est en train de bouger vers un monde où il n'y a pas de pétrole, forcément, notre business va pas survivre. Et donc, on doit s'adapter en tant qu'entreprise pour survivre dans le monde de demain, trouver des nouvelles choses à faire pour pouvoir être un leader du monde de demain. Et voilà, donc c'est encore une fois un sujet stratégique et pas tellement un sujet réglementation. Et... Tu viens de donner la meilleure définition de la double matérialité que j'ai jamais entendue. C'est pas forcément toujours un sujet simple, mais écoute, c'est effectivement très très clair et très bien résumé. Écoute, Ravi. merci beaucoup. Je te propose de terminer cette interview par une petite série de questions simples, Allez, rapides, efficaces, auxquelles il faudra répondre vrai ou faux, tout simplement. ça marche. Ça te va? Ça te Je va? t'écoute. On y va? Alors, c'est parti. Faire son bilan carbone, c'est réservé aux grandes entreprises. Faux.
La majorité des entreprises ne connaissent pas leur impact carbone. Vrai. Le numérique est un gros pollueur invisible. Vrai. Le greenwashing freine la transition. Vrai. Mesurer son empreinte, c'est déjà un acte engagé. Vrai. L'écologie coûte plus qu'elle ne rapporte. Faux. Toutes les entreprises peuvent agir, quel que soit le secteur. Vrai. Le climat, c'est aussi un sujet business. Vrai. La réglementation va obliger toutes les entreprises à mesurer leur empreinte carbone. Vrai à long terme. On a encore le temps pour agir ? Oui, vrai. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Laetitia, merci pour tout. Merci beaucoup Guillaume. Merci à toute l'équipe de Greenly et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, ciao.